psychologue clinicienne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences du traumatisme sur l'être en devenir. Donc j'ai beaucoup travaillé en addictologie, une clinique où forcément il y a de multitraumatismes, notamment d'abus sexuels. Et je travaille actuellement aussi en CMPP, donc avec des enfants, et en libéral notamment. Donc je voulais partir de la définition du traumatisme parce que je trouve que c'est important de revenir sur qu'est-ce qu'un traumatisme pour après parler du traumatisme sexuel et des conséquences. Donc c'est un terme initialement qui vient de la chirurgie, donc on parle quand même de blessures physiques, et on retrouve souvent dans le discours des patients cette métaphore, pour parler du traumatisme psychique, on parle souvent du corps, les patients peuvent parler de cicatrices, de blessures ouvertes, de marques laissées par un abus sexuel, par un vécu traumatique. Donc le terme de traumatisme a pris quand même une autre portée avec la psychanalyse et à travers une conception plutôt économique, c'est-à-dire de quantité. Et c'est notamment Freud qui a défini le traumatisme comme un trop-plein d'excitation, un trop-plein d'excès. C'est ça la notion économique et de quantité, c'est qu'il y a effraction du psychisme par un événement extérieur qui fait violence au sujet. Donc le fonctionnement habituel du sujet qui était pris de court et qui était dans une situation imprévisible va être complètement débordé et ne va pas pouvoir contenir ce qui lui arrive. Donc c'est pour ça qu'on parle de sidération psychique. Le fonctionnement habituel ne peut pas être. C'est-à-dire que les mécanismes de défense habituellement efficaces sont mis en échec. Donc c'est Ferenczi, qui est un contemporain de Freud, qui évoque le terme de commotion psychique, qui entraîne vraiment la destruction au préalable du soi précédent, avec l'obligation pour le nouveau moi, du coup, d'intégrer les fragments de l'ancien moi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un avant de l'événement traumatique et un après, et l'après qui ne sera jamais plus comme avant. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi, et souvent on retrouve dans la clinique, d'un trou dans l'histoire et dans la psyché du sujet, et un trou dans l'histoire du patient. Il y a un avant et un après. Donc concernant pour parler du traumatisme sexuel, il va de soi que l'utilisation sexuelle de l'enfant fait toujours violence à l'enfant. Il y a forcément traumatisme quand il y a un passage à l'acte d'un adulte sur un enfant. Alors, pour bien comprendre les effets du traumatisme et pourquoi ça perdure, nous devons développer le traumatisme en deux temps. Et c'est Freud qui a développé ce concept-là. Et donc, dans le premier temps du traumatisme, il y a l'événement en lui-même. L'enfant est confronté, donc, du coup, précocement à l'action d'un adulte. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a l'excitation de l'adulte, ça il le perçoit bien. Il va être complètement débordé et il y a ce qu'on appelle l'effroi, que produit l'acte ou la scène d'un caractère sexuel qui va faire violence à l'enfant qui n'est pas préparé et qui est dans un état de passivité. Freud parlait de choc sexuel présexuel, c'est-à-dire avant la puberté. Donc en général, ce premier événement se passe pendant l'enfance et avant la puberté. Donc ça prendra forcément un autre sens lorsqu'il y aura émergence de la sexualité génitale lors de la puberté. Donc du coup, c'est vrai que l'effroi entraîne souvent la sidération. Enfin, c'est la sidération. Vu de l'extérieur, la victime peut se laisser faire, ne réagit pas, mais c'est pas du tout un consentement, c'est une paralysie psychique. Il n'y a pas du tout une histoire de consentement là, c'est une sidération. La situation traumatique ne pouvant être évitée, la seule défense du coup mise à disposition des enfants, de l'enfant du sujet, puisque pas prêt à ça, c'est le retrait ou la coupure psychique. Donc il peut y avoir refoulement, mais quand l'impact traumatique est beaucoup plus intense, il y a coupure, c'est-à-dire que la psyché est projetée hors du corps, c'est-à-dire que la victime, l'enfant est là, le corps est là, mais la psyché n'est pas là, il est ailleurs. C'est-à-dire que la victime est hors d'elle. Et surtout, alors, je reprends encore les termes de Ferenczi,
Donc un enfant est frappé par une agression imparable, conséquence, il rend son âme. C'est vraiment cette idée de meurtre d'âme aussi de l'enfant. Hein. C'est la conviction. Donc l'enfant s'abandonne à lui-même. Hein. Pour lui, ça signifie la mort. Donc cet état, hein, cet état de clivage, le fait de se projeter hors de lui-même, hein, c'est ne pas être là. C'est vraiment l'idée de ne pas être là. Donc l'enfant abandonne son corps. Donc ça, c'est la première partie hein, du traumatisme, avec un événement brutal, imprévisible, violent, de par son intensité. Hein, dans le deuxième temps du traumatisme, c'est pour ça qu'on dit que le traumatisme se révèle aussi dans l'après-coup, c'est souvent au moment de la puberté. Il va y avoir un événement analogue qui vient retrouver la trace de ce qui a été enfoui et qui va revenir réactualiser les premières traces et le traumatisme, enfin c'est pas les premières traces, ça va vraiment venir réactualiser l'événement traumatique et le traumatisme. Ça veut dire qu'il va y avoir un trop plein d'excitation, d'angoisse et l'effet traumatique va vraiment se faire ressentir là aussi. Donc pour parler aussi il y a quelques facteurs qu'on peut repérer pour comprendre aussi l'effet du traumatisme et l'impact du traumatisme. De manière générale, de toute façon, les besoins des enfants abusés, leur dépendance et leur fragilité ont été niés par les adultes qui avaient devoir de les protéger. Donc, bien sûr, il faut toujours prendre en compte les histoires singulières et la personnalité, l'individualité. Hein, donc là, c'est vraiment des repères que je vous donne hein, pour vraiment comprendre et pour nuancer les choses. Il faut quand même nuancer les choses à chaque fois en reprenant l'histoire singulière de la personne. Donc on peut repérer la durée de l'abus. Est-ce qu'il s'agit d'un événement isolé ou d'une répétition d'événements? Forcément, plus les abus sont échelonnés dans le temps et plus cela va emprisonner l'enfant, qui va de plus en plus s'occuper de lui-même, hein, et donc ça va renforcer le clivage. Il y a aussi l'importance de noter à quel moment se produit l'abus sexuel. Donc, dedans, on va relever le degré d'immaturité de la psyché, donc de l'enfant. Le retentissement des agressions sexuelles sera forcément différent, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un petit enfant, d'un adolescent ou bien d'un adulte. Plus un enfant est jeune, et plus il est vulnérable. Ce qui caractérise quand même l'enfant, c'est l'immaturité psycho-affective. C'est-à-dire que ces capacités de représentation et défensive vont se développer au fur et à mesure qu'il grandit. Concernant le développement de la sexualité, c'est un processus. C'est-à-dire que l'enfant, forcément, quand il est enfant, quand il est jeune, se pose des questions sur ce qui se passe entre un adulte, entre un homme et une femme, et il échafaude plein de théories. Mais ça reste du domaine de l'infantile. Hein. C'est pas quelque chose qui peut être conçu comme un adulte. C'est-à-dire qu'il va quand même, il se prépare progressivement à la sexualité d'adulte. Hein. Et c'est vraiment au moment de l'adolescence, quand le corps change, qu'il devient apte à agir une sexualité génitalisée, qu'il va comprendre au fur et à mesure, et ça se fait petit à petit. Il va l'explorer, sa sexualité, petit à petit. Il faut prendre en compte aussi l'état d'impréparation au choc, c'est-à-dire que plus un individu, plus un enfant, forcément, n'est pas préparé, moins il a de capacité à anticiper ce qui se passe, et plus il va y avoir effraction. C'est-à-dire que quand on ne voit pas arriver la chose, forcément, il y a effraction. Et c'est d'autant plus brutal et violent. Donc il y a aussi le troisième facteur, c'est la nature du choc. Hein. Est-ce qu'il y a présence ou absence de violence physique? Alors, est-ce que l'abus a été perpétré de manière soudaine, brutale, comme dans la situation de séquestration, d'enlèvement, etc. Ou bien est-ce que ça a été fait de manière plus insidieuse et sournoise? Ce qui rend l'abus de pouvoir et de confiance qu'est l'abus sexuel difficile à décoder comme tel. C'est-à-dire que quand c'est pris dans une relation affective, l'enfant a forcément confiance, enfin, ça paraît assez logique, et du coup ne peut pas forcément voir, percevoir ce qui est l'abus de confiance. Ces abus sexuels non violents physiquement
peuvent même être perçus par ces enfants comme une expression d'amour privilégié. C'est l'aspect perverti de la relation. Et c'est bien plus tard qu'ils découvriront la perversité du comportement, quand ils auront la capacité de se représenter ce qu'ils ont vraiment vécu. Donc, en général, au moment de la puberté, ou même après, quand l'événement a été tellement enfoui au sein de la psyché que du coup, il faudra un autre événement ou beaucoup plus de temps pour que ça émerge. Dans un contexte forcément familier, l'enfant est d'autant plus vulnérable parce qu'il relâche sa vigilance, il n'a pas de raison de se méfier plus que ça de ses propres parents, d'un oncle, d'un ami, etc., des parents. C'est un contexte qui se veut normalement pas menaçant. Un autre facteur, c'est la nature de la relation à l'agresseur, c'est ce que je viens un petit peu d'aborder. Donc, est-ce que c'est un agresseur qui est connu ou pas, et donc repérer aussi la nature du lien. Alors, plus le lien à l'abuseur est étroit, et plus douloureux est le traumatisme forcément, comme dans l'inceste. Lorsque l'abuseur fait partie de l'entourage proche de l'enfant, qu'il s'agit d'une personne de confiance, il a tissé une relation de confiance et du coup, l'enfant ne voit pas venir forcément les choses. Il ne voit pas les choses venir. L'inceste survient dans toutes les couches de la société, ça on le rappelle. Et s'il y a un dysfonctionnement, surtout des relations parents-enfants, du fonctionnement familial. Je reviens sur Ferenczi qui parle, et ça c'est très important, de la confusion des langues. C'est-à-dire que à la demande de tendresse d'un enfant, l'adulte va y répondre de manière pas du tout adéquate. Il va y répondre comme face à un adulte qui est dans une maturité sexuelle. Et l'adulte va se laisser entraîner, va commettre des actes sexuels. Ça entraîne une confusion. Il y a une confusion là des intentions. Ferenczi parle de confusion des langues. C'est-à-dire que l'adulte prend la tendresse de l'enfant pour de l'érotisme adulte. Et là, je le cite, les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi. Un adulte et un enfant s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques, comme de jouer au rôle maternel à l'égard de l'adulte. Ce jeu peut prendre une forme érotique, mais il reste pourtant toujours au niveau de la tendresse. Pour un enfant, ça reste de la tendresse. Le parent aime l'enfant, mais sur un mode pervers. Et c'est ça qui entraîne la confusion des générations. De mettre l'enfant dans une position de sexualité d'adulte. Un autre facteur aussi, et c'est le dernier que j'ai relevé, c'est la réaction de la victime, de l'enfant de la victime et de son entourage. Je focalise vraiment sur l'enfant, mais on peut aussi réfléchir par rapport à un adolescent, par rapport à un adulte aussi. Comment la victime a-t-elle pu se défendre? Donc ça, c'est les questions qu'on va se poser. A-t-elle pu faire en sorte que l'abus s'interrompe? A-t-elle pu parler? Ou au contraire? A-t-elle pu demander et obtenir de l'aide? Ce sont des questions auxquelles on doit penser. Le fait qu'il n'y ait personne est un élément consécutif du traumatisme. Ensuite, est-ce qu'il y a reconnaissance ou pas part entière de l'abus sexuel subi par l'enfant? Donc, quand un adulte entend, il faut qu'il entende. Des fois, il entend et il y a déni, c'est-à-dire qu'il y a une demande, soit il ferme les yeux pour reprendre les propos souvent évoqués de certains patients, soit il demande explicitement de se taire, de ne pas en parler. Donc quand il y a un déni, là c'est vraiment quelque chose d'extrêmement toxique pour l'enfant qui va se retrouver seul face à son vécu interne chaotique de non-représentation, parce que c'est ça, ça fait pas sens. L'enfant ne trouve pas sens, il ne peut pas avoir de représentation de ce qui s'est passé, et le fait de ne pas pouvoir et qui en plus il y a une non-aide de l'adulte va d'autant plus créer une situation toxique. D'ailleurs que lorsqu'un adulte par contre entend, en général il peut y avoir des mesures de protection à travers des démarches juridiques entamées, mais aussi des soins psychiques précoces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'enfant peut s'appuyer sur l'adulte. S'il ne veut pas en parler, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appuyer sur un adulte. Il se retrouve seul et abandonné. Donc face à sa souffrance, avec sa souffrance psychique. La souffrance est étouffée de cette manière-là quand il y a déni.
le traumatisme simpliste. Et il faudra parfois des années pour que ça émerge, hein, pour pouvoir en dire quelque chose, du coup mettre des mots sur ce qu'il y a à l'intérieur et qui n'a pas de sens. Donc la façon dont est révélé l'abus nous renseigne sur la qualité des liens dans lesquels l'enfant est, ainsi que sur le fonctionnement familial qui pousse l'enfant à se confier ou au contraire à se taire. Alors c'est une patiente qui me disait, j'ouvre en thérapie, qui me disait j'ouvre une porte que j'avais barricadée. C'est pour montrer vraiment que quand c'est tu, il y a clivage et l'événement traumatique reste comme un no man's land à l'intérieur de l'enfant et de la personne. Elle pouvait m'écrire aussi, s'il vous plaît, aidez-moi, ne me laissez pas. Elle me laissait comme ça des messages. Je vais trop mal, je ne vais pas y arriver. C'est vraiment ce qui vient pointer le vécu infantile dans lequel elle avait été et qui ressurgissait là au moment de la thérapie. Je reprends aussi là les propos de Pierre Lévy-Saussan qui écrit par rapport à l'inceste. L'inceste sape à la source de la pensée les armes qui permettraient de le combattre, de le dénoncer, de le déplacer, sans espace de secret, c'est-à-dire sans pouvoir le dire. Pas de pensée sur l'acte, donc pas de parole possible. L'enfant est vraiment saboté et tué, l'enfantile est tué à l'intérieur de l'enfant. Alors, dernière partie de mon propos, je vais parler des conséquences du traumatisme sexuel sur le développement de l'individu. Donc, et notamment l'expression déguisée du vécu traumatique enfoui chez l'enfant. Avec le temps, la souffrance étouffée va se révéler à travers les troubles physiques et psychologiques. En général, chez l'enfant, ce qui n'a pas pu être dit, ce qui reste de la souffrance psychique interne, va se révéler à travers les troubles psychosomatiques. C'est plutôt par le biais du corps que l'enfant exprime une souffrance non dite, sa manière de dire les choses. Derrière les symptômes listés plus bas, je vais vous le dire de manière non exhaustive, on retrouve forcément, c'est pas forcément des symptômes qu'on retrouve que dans la maltraitance et les abus sexuels. N'empêche que derrière ces symptômes, il faut se questionner de ce que ça vient dire de l'enfant, qui ne peut être dit autrement. Donc on retrouve les troubles du sommeil, problèmes d'endormissement, cauchemars. Des fois ça peut être l'hypersomnie aussi, une manière d'échapper à l'agression aussi, résurgence de l'agression. L'énurésie, l'encoprésie, qui peuvent arriver dans un second temps, de manière secondaire. Elles peuvent être le signe d'une agression sexuelle subie. Les troubles du comportement alimentaire, le corps est ressenti comme sale, souillé, abîmé, dépourvu d'attrait. Par exemple, la maîtrise de la nourriture ou la compulsion à manger sans plaisir sont des expressions d'un malaise profond. Ça peut passer aussi par des manifestations cutanées comme l'eczéma qui est plutôt de manière passive ou plutôt de manière active comme l'escarification. Derrière les troubles du comportement, ce qu'on met derrière cette appellation, un trouble du comportement, on retrouve l'agressivité de l'enfant, de l'adolescent, qui peut être sur un mode actif ou passif, comme refuser l'autorité et provoquant la violence de l'adulte. Tout ce qui est conduite de masturbation, d'exhibitionnisme, de voyeurisme, de gestes impudiques aussi qui sont persistants, peuvent évoquer, derrière, on peut essayer de comprendre un message du secret qui fait souffrir de l'enfant. À l'adolescence, la sexualité compulsive, avec des partenaires multiples, le refus de tout contact corporel, des fugues, tentatives de suicide, les différentes addictions aussi, peuvent poser question aussi et montrer l'existence derrière. Tout ça, c'est à reprendre avec l'histoire du patient et le fonctionnement familial qu'il y a eu abus sexuel. On peut se poser la question de ça. Donc aussi, au niveau des symptômes, il y a les troubles cognitifs. Forcément, et d'adaptation scolaire, un enfant qui n'est pas disponible dans sa tête parce que trop clivé, ce qui demande, c'est un mécanisme de défense qui demande quand même beaucoup d'énergie, peut ne pas être disponible aux apprentissages
scolaire, ou au contraire, hein, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir au cas par cas, ou au contraire, hein, quand il y a un hyper-investissement comme ça de la scolarité, c'est peut-être une manière aussi d'essayer de mettre de côté le vécu traumatique interne. Donc forcément aussi, derrière les symptômes, il y a les troubles affectifs. Donc, pour parler à nouveau des conséquences du traumatisme, donc je voulais vraiment parler de l'absence de temporalité. Alors, comme nous l'avons vu, la défense psychique majeure lors d'un événement traumatique, c'est pour un individu, pour un sujet, c'est de se retirer de la scène, c'est-à-dire de se cliver. Mais quand il y a eu clivage, quand on s'est retiré, tout ce qui est retiré et pur va exister de manière insidieuse, il va exister en sous-marin. Et il va y avoir une tentative comme ça du retour du traumatique. Autrement dit, ce qui n'a pu être élaboré par faute de prise en charge précoce reste du domaine de l'indicible, du non-sens, du no-man's-land dans la psyché, pour ainsi dire, en attente de pouvoir se dire et de pouvoir s'historiser, c'est-à-dire de pouvoir faire un lien entre ce qui a été vécu avant, cette rupture, ce clivage, et ce qui est après, ce qui a été vécu après. Dans le traumatisme, il n'y a pas de temporalité. Ce qui fait retour du traumatisme antérieur va tendre à faire retour à l'intérieur du sujet. Même s'il fait retour en lien avec des situations externes qui ravivent et revérifient l'impact traumatique, il fait surtout retour sous l'effet d'une contrainte de répétition qui s'empare de ce qui n'a pas été suffisamment représenté et approprié. Donc on peut comprendre comme ça comment certains événements qui paraissent en apparence anodins peuvent faire écho au trauma des années plus tard et venir réactualiser le traumatisme enfoui. Ça peut être un film, une date, une douleur particulière sur le corps, un nom, une naissance, ça peut être l'odeur de quelque chose, et le sujet est fracté à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau traumatisme. C'est une patiente qui me disait comme ça, mon enfance me poursuit. Je veux que mon enfance me laisse tranquille. C'est-à-dire que les images viennent comme si ça s'est passé hier. Alors que dans un second temps, elle a repris contact avec ce qu'elle avait vécu et du coup c'est comme si elle l'avait vécu la veille. Face à ce retour toujours possible et harcelant du traumatisme, la psyché va donc mobiliser des défenses pour se protéger et ne pas être envahie à nouveau. Donc, je voulais parler de quelques modalités défensives pour venir mettre à distance ce noyau traumatique. Il y a l'identification à l'agresseur, la compulsion de répétition. Une manière de se protéger psychiquement, c'est de faire disparaître l'agresseur à l'extérieur en s'identifiant à lui. C'est-à-dire que l'enfant s'identifie complètement à l'agresseur. Donc il vit la honte et la culpabilité de ce dernier, au prix mais d'une confusion psychique, d'une perte de contact du coup avec ses perceptions internes. Le sujet confronté à alors là je cite la planche, le sujet, faut que je finisse. Voilà. Donc le sujet confronté à un objet extérieur s'identifie à son agresseur, soit en prenant à son compte l'agression telle qu'elle, soit en imitant physiquement ou moralement la personne de l'agresseur, soit en adoptant certains symboles de puissance qui le désignent. Donc, alors, comment finir? C'est-à-dire que l'identification à l'agresseur va venir protéger le sujet d'une certaine manière, il n'y a plus d'agresseur à l'extérieur et l'agresseur va être à l'intérieur. Alors qu'on s'attendait quand même à des manifestations de rejet, de dégoût, de défense, il va y avoir justement une docilité déconcertante. C'est-à-dire que le sujet a introjecté ses agresseurs par l'identification. Ce qui peut faire comprendre aussi pourquoi à un moment donné, les victimes qui ont vécu les agressions sexuelles peuvent aussi devenir agresseurs. C'est parce qu'ils n'ont aucune capacité, dans ces moments-là, comme il y a clivage, ils ne peuvent pas s'identifier à l'enfant qui a été sexuellement abusé et ils s'identifient plutôt à l'agresseur, ils vont être dans une répétition comme ça. Au contraire, ça peut être aussi des personnes qui ne vont pas forcément être dans une répétition de l'abus sexuel, mais qui vont laisser faire. Et donc, du coup, devenir complices. Donc, je voulais parler aussi des conduites de déconnexion du noyau traumatique
par l'agir, comme les conduites addictives, c'est-à-dire que la consommation de produits comme d'alcool, de stupéfiants, peut être une manière de briser le souci, c'est les termes de Freud, c'est-à-dire de mettre de côté, de pouvoir maintenir cliver ce qui, du noyau traumatique qui pourrait faire retour. C'est une façon de se débrancher de ce qui est à l'intérieur, donc à travers des conduites agiles comme l'addiction. Il peut y avoir aussi des scarifications, qui est une manière aussi de s'occuper d'une souffrance psychique. Donc, dernier mot, je parlais du coup des blessures narcissiques. Donc, le problème des enfants qui ont vécu un abus sexuel, c'est qu'il va y avoir cette tendance narcissique de l'enfant de vivre les choses comme venant de lui-même, et du coup, face à un environnement défaillant, il va plutôt se vivre comme lui-même défaillant, c'est-à-dire que s'auto-accuser et du coup vivre une culpabilité intense. Comme une patiente qui me disait, je l'ai bien cherché, c'est ma faute, pourquoi moi, et c'est parce que j'ai fait quelque chose forcément de mal qu'il a agi de cette manière envers moi. Donc du coup, je suis obligée de conclure. Ça va reprendre un petit peu tout ce que je voulais dire, mais vraiment au traumatisme sexuel, il va y avoir aussi une blessure narcissique et un traumatisme narcissique, qui fait que aussi, avec la honte qui empêche de penser, qui fait aussi que c'est compliqué pour ces personnes, les sujets de pouvoir en parler, surtout s'il y a eu des nids et une demande de l'agresseur de se taire. Et surtout quand il y a eu emprise, comment se dégager de cette emprise-là, ça va être aussi tout l'enjeu des psychothérapies. Donc pour conclure, ça y est, je conclus. Nous voyons bien que ce qui n'a pas pu être intégré, symbolisé, garde un statut traumatique dans la psyché et tend à se répéter dans la relation à soi et aux autres. Le traumatisme affecte la relation à soi-même, entraîne une confusion psychique, des doutes face à ses propres sens, une dévalorisation narcissique, une insécurité psychique, une hypervigilance par rapport au monde extérieur, une souffrance forcément. Il y a refoulement, clivage psychique. Le traumatisme affecte aussi la relation à l'autre. On peut comprendre que l'autre qui a été défaillant, absent, maltraitant, effractant et qui a abusé de sa position d'autorité, de confiance, forcément ça va avoir des conséquences. Cela va orienter la qualité des relations que le sujet va mettre en place. Il va y avoir répétition ou alors évitement de tout engagement. Le choix d'objets sexuels peut être aussi affecté comme dans l'homosexualité féminine défensive, qui est une défense suite à une sexualité génitale hétérosexuelle précoce. Je reprends juste Ferenazi, et j'ai fini. Lorsqu'il y a eu traumatisme hétérosexuel, il peut y avoir une fuite dans l'homosexualité. La peur, l'effroi devant la normalité peut provoquer la fuite vers des chemins déviés de la satisfaction. Et l'homosexualité n'est pas aussi impossible, impensable, inexprimable que l'union hétérosexuelle. Donc un abus sexuel vécu dans l'enfance a forcément des conséquences sur la vie conjugale des victimes à l'âge adulte. Reproduction d'un scénario abusif dans la relation de couple, peur de l'autre ou impossibilité à nouer une relation affective. Nous avons vu qu'au-delà de l'événement traumatique en lui-même, c'est la qualité de l'environnement qui permet à l'enfant ayant subi un abus sexuel une reconnaissance salutaire, ouvrant à la prise en compte de ses besoins psychiques d'un sujet en situation traumatique et à la possibilité d'un dépassement du traumatisme. Donc la carence de reconnaissance en maintient le trauma en l'état. Voilà, ça a été un peu court et rapide vers la fin, mais merci pour votre écoute.